D'accord, merci beaucoup, hein. Et merci pour ceux qui ont résisté, en fait, et qui sont restés avec nous. Alors donc, oui, effectivement, je vais parler, sur le discours, sur la francisation des prénoms. Et donc, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Dans Les Terriens du dimanche, sur la chaîne privée C8, émission du 16 septembre 2018, Thierry Ardisson reçoit Éric Zemmour, qui fait la promotion de son nouveau livre Destin français. Interrogé sur sa réaction déplorant le choix de Rachida Dati de prénommer sa fille Zora, Zemmour affirme regretter encore et toujours l'abolition de la loi imposant aux parents de donner à leur enfant un prénom du calendrier des saints. Absatou aussi, une chroniqueuse de l'émission, rappelle à l'invité qu'elle s'appelle précisément Absatou. Ce à quoi Éric Zemmour répond « Votre prénom est une insulte à la France ». Alors, il y a en fait deux versions de cette séquence. Il y a la séquence diffusée par la chaîne C8 et qui est une séquence avec montage, et il y a une deuxième séquence en montage mise en ligne par Absatou aussi. Et c'est dans la deuxième séquence que l'on retrouve en fait cette insulte, si on peut dire ça comme ça. Et je vous propose d'écouter un tout petit peu ce que cet échange polémique en fait. Je m'appelle Absatou, moi. Votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Vous trouvez que Corinne, ce serait pas mal? Ça serait parfait. Ce type est incroyable. Honnêtement, moi, mes parents m'ont prénommé William. Est-ce que, C'est limite. sincèrement, tu les as engueulés parce qu'ils m'ont appelé William? C'est limite, William. Et Natacha, ils ont le droit? Non, Nathalie, c'est mieux. Vous allez entendre ce que j'ai à vous dire. Oui, moi aussi, vous avez. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi blessant. Parce que pour moi, qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Mademoiselle. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Mon prénom Parce est que une insulte à la la France France. n'est pas une terre vierge. Mon prénom est une insulte Vous me laissez à la parler. France. La France n'est pas une Mais terre je vais vierge. entendre combien de La fois. France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire. Ouais, Avec une histoire, avec un passé. d'accord. Et les prénoms incarnent l'histoire de la France. D'accord. Donc, votre prénom n'est pas dans l'histoire de la France, que ça vous plaise ou Mais non. je suis dans l'histoire de la France. Donc voilà pour l'échange polémique entre Éric Zemmour et Absatou aussi. Alors, cette confrontation a suscité plusieurs réactions en fait dans les médias français, étant considérée comme susceptible de faire apparaître le spectre du racisme et comme une diffamation et une incitation à la division au sein de la communauté. Cette confrontation a aussi fait renaître le débat sur la francisation des prénoms. À quelques exceptions près, les émissions traitant de la question des prénoms sont en interaction directe avec ce que les médias ont baptisé le clash Zemmour-Sy, et elles s'inscrivent dans le cadre de cette polémique. Alors, en fait, d'après ce débat sur la francisation des prénoms qui a suivi cet échange polémique, on trouve qu'il y a trois courants idéologiques qui ne partagent pas la même représentation ni de la société française ni de l'identité nationale. Cette divergence se reflète dans l'argumentation en faveur ou contre l'obligation de restaurer la loi concernant la francisation des prénoms. Alors, d'une part, il y a les leaders et partisans du Rassemblement national qui prônent une assimilation des immigrés, entre autres par le prénom. Il y a d'autre part ceux qui soutiennent la liberté du choix au nom des principes de la République, mais aussi en considération du multiculturalisme qui caractérise désormais la société française. Et entre les uns et les autres, il y a certains qui optent pour une double identité qui assure à l'enfant à la fois son intégration dans la société d'accueil, tout en lui permettant de garder ses particularités culturelles et familiales.
Alors, en fait, cette affaire a fait un peu le buzz, comme on dit, et on a beaucoup parlé de cet échange dans les émissions débat qu'on appelle talk show, en fait, en anglais, mais aussi dans des émissions politiques, hein. Alors, dans les émissions débat, comme par exemple Touche pas à mon poste, on a traité surtout le côté humain. En fait, Absatoussi a beaucoup parlé de cette expérience qu'elle trouve malheureuse. Alors que dans les émissions politiques, on a parlé plutôt du débat sur la francisation des prénoms et l'assimilation par le prénom. Alors, dans cet exposé, je vais me consacrer aux émissions politiques qui se sont intéressées à la polémique, hein, et particulièrement à deux d'entre elles. Punchline, de l'émission du 17 septembre 2018, et Point de vue, l'émission du 19 septembre 2018. Alors, les deux sont en fait deux émissions politiques, hein. L'une est diffusée sur CNews et l'autre sur la chaîne du Figaro. Et les deux sont considérés comme des émissions qui invitent des politiciens et des hommes politiques, en fait, mais aussi des chroniqueurs pour parler des sujets de l'actualité. Alors, je vais faire une brève présentation de l'état des lieux. On sait en fait qu'en France, la loi obligeait les parents à sélectionner un prénom du calendrier des saints. Et ensuite, on a assoupli cette législation avec une loi en 1966 autorisant aux parents de choisir des prénoms régionaux ou issus de la mythologie. Et ce n'est qu'en 1993 que cette restriction est levée et les parents sont autorisés à donner des prénoms de baptême originaux, en fait, tout en prenant en considération l'intérêt de l'enfant. Donc, on ne peut pas lui donner un prénom qui pourrait lui faire des dégâts, en fait, si on peut dire, dans son avenir. Alors, la francisation des prénoms n'est pas un sujet qui suscite l'intérêt des politiciens, que ce soit durant les campagnes électorales ou même durant d'autres périodes. Selon les données de mon corpus, Marine Le Pen serait la seule candidate à la présidentielle qui s'est prononcée sur la question et elle est naturellement en faveur de l'instauration de la loi imposant la francisation des prénoms. Dans l'espace médiatique, c'est surtout le polémique Éric Zemmour qui se présente comme le fervent défenseur de la politique de francisation des prénoms. Et selon sa conception, on doit être soit un Français de souche, soit un Français de cœur. Alors, pour être un Français de cœur, il faut aimer la France, hein, et comme preuve d'amour pour la France, on doit, entre autres, donner à ses enfants un prénom français. Donc, voilà pour le contexte. Maintenant, pour le cadre théorique, en fait, donc, mon étude peut être catégorisée comme celle appartenant à la linguistique de l'énonciation. Et au sein de cette linguistique, on fait la différence entre le locuteur, défini comme l'instance première qui produit matériellement les énoncés, et l'énonciateur comme la source des points de vue qui s'expriment à travers la prédication du contenu propositionnel dans un énoncé. Alors, j'ai ensuite suivi la théorie d'Alain Rabatel, qui a développé une théorie de l'énonciation des points de vue. Et lui, il distingue en fait, comme d'autres d'ailleurs, comme d'autres linguistes, entre l'énonciateur premier, celui qui réfère aux objets de discours tout en positionnant par rapport à eux, en indiquant de quel point de vue, dans quel cadre il les envisage, et les énonciateurs seconds présents dans le discours de l'énonciateur premier. Alors que l'énonciateur premier joue le rôle d'instance de prise en charge du discours, les énonciateurs seconds, eux, assument la fonction d'instance interne de validation. Et finalement, Alain Rabatel a proposé ce qu'il a appelé les postures énonciatives. Et donc, on a trois postures. La co-énonciation, qui est la coproduction d'un point de vue commun avec un autre énonciateur, en fait. Donc, le locuteur énonciateur premier propose un point de vue qui est commun avec un énonciateur second. Il y a la surénonciation qui est la production d'un point de vue surplombant de l'énonciateur premier qui reformule le point de vue en paraissant dire la même chose tout en modifiant à son profit le domaine de pertinence du contenu et son orientation argumentative. Et il y a finalement la sous-énonciation qui est la coproduction d'un point de vue dominé
Donc, c'est dominé par l'énonciateur second et que l'énonciateur premier reprend avec réserve, distance ou précaution. Donc, voilà pour le cadre théorique très, très rapidement, en fait, mais je répondrai à vos questions si vous en avez une ou même plusieurs. Et donc là, je passe à ma problématique. Donc, je vais essayer de vous montrer dans ce qui va suivre que le locuteur énonciateur, qu'il soit pour ou contre la politique d'assimilation par le prénom, a un point de vue. Et donc, je souhaiterais savoir comment ce point de vue est dégagé de la structure générale du discours et de sa structuration, et comment le locuteur premier se positionne-t-il par rapport au point de vue qu'il rapporte, soit en exprimant explicitement son accord ou son désaccord, soit en essayant, en feignant de le rapporter en toute objectivité. Donc, je commence avec le premier point de vue, et c'est ici. Mais quelle est la conception étriquée de la France de ce Zemmour? Il est tombé sur la tête. Moi, je m'appelle Karim Zeribi. Karim, ça dit aussi l'histoire de mes parents, de mes aïeux. Je suis fier d'être français. J'aime mon pays. Je veux dire, est-ce que c'est par le prénom qu'on va définir son appartenance à la communauté nationale, son attachement à la République et à la laïcité? Mais regardez jusqu'où on va. Mais on est prêt à faire des raccourcis, mais à n'importe quel prix. Mais... Donc, voilà à peu près ce que Karim Zeribi a dit à propos de cette polémique. Là, donc, j'ai transcrit un extrait de ses propos. Et donc, on voit que le locuteur manifeste explicitement le désaccord avec le locuteur, avec l'énonciateur second, qui est Zemmour. Et ce désaccord manifeste se voit par le recours à un commentaire métadiscursif comportant un jugement peu flatteur sur la représentation d'Éric Zemmour de la France et de l'appartenance de la France. Cette représentation, on l'a écoutée ensemble, est considérée à la fois comme dangereuse et insensée. Et donc, la discordance est totale. Comme dit Rabatel, la discordance est discordante. Et cette discordance est manifeste non seulement sur le plan sémantique, on voit le recours abondant à des adjectifs à connotation plutôt négative comme catastrophique, scandaleux, étriqué, mais aussi sur le plan syntaxique, comme le recours à l'interrogation rhétorique. Alors là, ça se voit en fait, non à l'assimilation par le prénom. Par contre, dans d'autres extraits et dans d'autres interventions, il n'y a pas le même avis tranché, en fait. Donc, on va écouter encore un extrait de ce débat, et ça commence à 33. Non, en France, il y avait une loi jusqu'en 1993, Marie-Laure Arel, il y avait une loi qui obligeait effectivement à choisir le prénom des enfants dans le calendrier chrétien. Voilà, la loi a été abolie par le gouvernement socialiste. Donc en fait, ce qu'explique Éric Zemmour, c'est qu'il voudrait contraindre des gens qui viennent d'ailleurs en France à couper et rompre avec toutes leurs origines. Non, il dit simplement que c'est un marqueur identitaire. Et on ne peut pas lui dire que c'est pas vrai. Karim a raison, c'est un Français, il est plus français que moi. Mais néanmoins, nous avons, et vous le savez bien, on le voit tous les jours dans certains quartiers, la 3e, la 4e génération, nous avons un vrai problème. Bien sûr. Et nous voulons savoir. Et le problème, c'est pas le prénom. Bien sûr, c'est un marqueur identitaire, que tu le veuilles ou non. Mais ce qu'on veut savoir. Alors là, donc, voici également une transcription de ce dialogue. Que je vais essayer en fait d'analyser très rapidement. Alors en fait, donc, on voit que la première intervention, c'est celle de Marie-Laure Arel. Et donc, elle commente les propos d'Éric Zemmour en proposant une sorte d'explicitation ou une explication, parce qu'elle dit ce qui est en train d'expliquer Éric Zemmour, c'est, et ensuite elle exprime son point de vue. Alors, en fait, ce locuteur, énonciateur premier, exprime son désaccord avec le contenu propositionnel qu'elle expose. Un désaccord qui révèle
que révèle le sémantisme de certains lexèmes, comme l'adverbe extrêmement qui précède l'adjectif grave, et le verbe contraindre à 2 reprises et avec une intonation montante. Mais ce qui est présenté comme une explication par Harel, et pour l'invité qui prend la parole tout de suite après, qui est Jean-Claude Dacier, en fait, lui, il considère l'explication de Harel non pas comme une explication des propos de Zemmour, mais plutôt une interprétation, voire une surinterprétation. Parce que lui, il l'interrompt, Harel, et lui rappelle en quelque sorte que Éric Zemmour dit simplement que c'est un marqueur identitaire. Alors, il dit simplement met en doute la correspondance du contenu du discours rapporté par Harel avec le discours source d'Éric Zemmour. Dacier, qui est l'énonciateur de l'adverbe simplement, et par le recours à cet adverbe remet en question la fidélité du propos rapporté et attribué par son interlocutrice à Éric Zemmour. Mais en revenant sur les propos d'Éric Zemmour, Dacier n'en donne pas non plus une reformulation paraphrastique, puisque l'énoncé, c'est un marqueur identitaire, n'a pas été prononcé par Éric Zemmour. C'est plutôt une condensation ou ce qui est présenté par Dacier comme tel. Alors, en fait, donc, Dacier comme Harel, les deux attribuent à Éric Zemmour un point de vue. Mais contrairement à Harel, Dacier ne manifeste pas son désaccord avec ce point de vue, mais il ne manifeste pas son accord non plus. Il présente son énoncé, il dit simplement que c'est un marqueur identitaire comme un simple retour sur une formulation antérieure dont l'objectif de la clarifier. Mais le commentaire qui suit directement ce qui est présenté comme une reformulation de l'énoncé de Zemmour, à savoir, et on ne peut pas lui dire que c'est pas vrai, bascule la position du locuteur d'une neutralité momentanée qui correspond à une prise en compte de son positionnement à un accord factuel. Et donc, parce que cet énoncé, en fait, on ne peut pas lui dire que c'est pas vrai, caractérisé par la présence du « on », étaye le contenu propositionnel par une source externe, contrairement à « je le confirme » par exemple. Donc, c'est le « on » qui s'exprime en quelque sorte. C'est le « on » qui est la source du point de vue de cet énoncé. Ce n'est pas Dacier, mais c'est le « on ». On ne peut pas lui dire que c'est pas vrai. La négation à 2 reprises, donc, ne peut pas, c'est pas. Donc, il y a deux négations, deviennent formellement, sont équivalentes en fait formellement à une affirmation. Et donc, en affirmant que c'est vrai, le locuteur met l'accent sur l'inévitabilité de la vérité du contenu propositionnel, sur son aspect universel. On est dans l'obligation d'avouer que c'est vrai. On ne peut pas ne pas avouer que c'est vrai. Le présent de l'indicatif solide l'effet de vérité générale. Ce constat reste valable en tout temps et dans tout contexte. Et donc, dans l'ensemble, on peut identifier la posture générale qu'adopte Dacier comme locuteur énonciateur premier par rapport au point de vue imputé à Éric Zemmour comme une forme de sous-énonciation. Il y a un accord avec Éric Zemmour, mais cet accord est momentané, et il porte sur le fait que le prénom est un marqueur d'identité ou un marqueur identitaire, sans que cela ne conduise le locuteur à considérer que le choix d'un prénom étranger soit un obstacle à l'intégration. Donc, on peut estimer que l'argument est sous-énoncé, c'est-à-dire que tout en reprenant des parcelles de vérité factuelle, le locuteur n'en tire pas nécessairement les mêmes conclusions sous-jacentes. Que le prénom soit un marqueur identitaire ne signifie pas absolument qu'il soit exclusivement le seul marqueur identitaire. Comme ces marqueurs, l'identité n'est pas inévitablement unique. On peut avoir plusieurs identités. C'est en tout cas la thèse qu'on va voir tout de suite avec un autre locuteur, en fait. Et c'est la dernière intervention que je vous propose d'écouter. Voilà. Et je trouve ça dommage. Débat sur lequel on revient. Vous avez un point de vue là-dessus, Sophie Aubagnat? Écoutez, le débat, effectivement, est assez désagréable et cette phrase est épouvantable, mais je pense surtout que l'époque a changé. Et je vous rejoins. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Éric Zemmour, qui est un juif d'Algérie, voudrait que les musulmans de la 2e, de la 3e, voire bientôt de la 4e génération, s'intègrent et s'assimilent avec un prénom français. Il faut savoir que les juifs d'Algérie, donc sans doute le père et voire le grand-père d'Éric Zemmour, avaient 2 prénoms. Ils avaient un prénom hébraïque et un prénom français.
Et donc, il y avait un prénom hébraïque qui servait dans la communauté pour les fêtes religieuses et pour les fêtes familiales, et puis un prénom français pour montrer le signe d'assimilation. Donc, c'est ça qu'il aurait dû expliquer. C'est que finalement, on peut faire les C'est simplement que je pense qu'il aurait dû expliquer cette nuance pour expliquer à cette femme qui porte un prénom compliqué et peu compréhensible, en France en tout cas, on peut avoir non pas une double appartenance, mais une image en famille, je dirais domestique, et une image, un prénom donc plus républicain pour s'intégrer dans la République, parce que je le dis toujours, malheureusement c'est la vérité. Il est vrai que certains prénoms ne permettent pas de trouver du travail facilement. Il est vrai que certains prénoms excluent de la vie sociale. En France, c'est encore une réalité. C'est en train de changer, mais encore aujourd'hui, il y a moins de Mohamed qui trouvent du travail que des Jean-Pierre. Ça reste une réalité. Voilà, donc là aussi, il y a la transcription, si vous voulez revenir à cet extrait, en fait. Alors, pour résumer un tout petit peu son point de vue, donc elle est une avocate, et pour résumer ce qu'elle pense, ou ce que je pense qu'elle pense en tout cas, donc elle a tout d'abord exprimé son désaccord avec le contenu propositionnel du discours rapporté, en fait. Donc pour elle, votre prénom est une insulte à la France, on ne peut pas le dire. Mais ensuite, elle enchaîne son discours avec un mais. Donc ce qui et après le mais, ça c'est le point de vue d'Obadia, donc de Sophie Obadia, la locutrice. Et donc, ce locuteur énonciateur premier impute à l'énonciateur second, qui est Éric Zemmour, tout un raisonnement qui n'a pas été développé par cet énonciateur second. Donc, elle dit il est un juif d'Algérie et il pense que ça serait mieux d'avoir deux identités, en fait. Tout ça, Éric Zemmour ne l'a pas dit, en tout cas pas dans l'intervention ou dans le débat avec Absat aussi. Et donc, le conditionnel dont le verbe aurait dû sert à introduire une nouvelle formulation jugée moins polémique. Donc, Éric Zemmour, selon Obadia, aurait dû expliquer que les minorités devraient donner à leurs enfants deux prénoms, l'un qui reflète les origines de la famille, l'autre qui est français ou républicain. Alors, le retour sur les propos d'Éric Zemmour ne prend plus la forme d'une explication ou d'une explicitation, mais la forme d'une nouvelle formulation, puisqu'elle dit il aurait dû expliquer. Et c'est par rapport à cette nouvelle formulation que le locuteur énonciateur premier, donc à savoir Obadia, se positionne. Ce locuteur pense qu'Absatou aurait dû avoir un prénom l'intégrant dans la communauté d'origine, mais aussi un prénom français rendant plus facile les formes de communication avec la société d'accueil. Et tout l'extrait où elle explique ce point de vue permet le changement de positionnement énonciatif, d'une quasi-prise en charge imputée à un énonciateur second, à savoir Éric Zemmour, à une prise en charge totale par elle-même en tant qu'énonciateur premier. En défendant sa thèse, elle a recours à un argument présenté comme objectif. Les données sociologiques, en fait, ont montré qu'il est plus facile de s'intégrer lorsqu'on possède un prénom français. Elle finit par l'exemple de Jean-Pierre et Mohamed. Donc, il est plus facile de trouver un travail lorsqu'on s'appelle Jean-Pierre que lorsqu'on s'appelle Mohamed. En proposant une nouvelle formulation de l'énoncé source, le locuteur en modifie l'orientation argumentative, mais aussi le domaine de pertinence du contenu. On parle dans ce cas d'une surénonciation. Grâce à un point de vue surplombant, Obadia donne une formulation qu'elle estime plus juste et une solution qu'elle juge plus adéquate en ce qu'elle répond aux deux objectifs. D'abord, l'appartenance à la nation d'adoption et ensuite la fidélité à ses origines. Le locuteur propose donc une façon différente de poser le problème et de régler le conflit. Et pour conclure, on peut voir, en fait, il y a d'autres locuteurs qui se sont exprimés sur la question, mais j'ai essayé de varier un peu les points de vue. Mais ce que j'ai constaté de l'analyse de mon corpus, c'est que tous les locuteurs, en fait, qui prennent partie dans le débat, qu'ils soient pour ou contre la francisation des prénoms, présentent leurs énoncés comme un retour sur un discours rapporté, à savoir celui d'Éric Zemmour. Et c'est en rapportant le discours de l'autre que le locuteur énonciateur premier formule son propre point de vue, un point de vue sensiblement différent de celui qu'il rapporte.
Mais s'il y a un point commun entre les trois courants et donc entre les trois formes de positionnement, c'est le poser que les propos tels qu'ils étaient formulés par Éric Zemmour ne sont pas admissibles. Pour certains, c'est le contenu qui est inacceptable, alors que pour d'autres, c'est la manière de le formuler qui est violente. Et je finis avec une courte bibliographie et je vous remercie de votre attention.